J'ai travaillé comme infirmière dans plusieurs hôpitaux et établissements. Avant l'hôpital actuel dans lequel je travaillais dans un hôpital gériatrique à 30 minutes de chez moi. J'avais déjà travaillé avec des patients âgés, ce n'était donc pas nouveau pour moi. Je travaillais dans cet hôpital depuis seulement quelques semaines et vous comprendrez bientôt pourquoi. C'était lors de mon avant-dernier quart de travail dans cet hôpital, à mon insu, au début de cette nuit. Je travaillais au cimetière et je dormais avec des heures de sommeil négatives. J'ai été affecté au service Alzheimer. Les patients de ce service m'adoraient absolument. Ma présence de jeune fille d'une vingtaine d'années parmi les résidents, livrés à eux-mêmes dans leur esprit, a dû apparaître comme une bouffée d'air frais. Je suis sûr qu'ils me voyaient comme quelqu'un qui pouvait les lier au présent ou au quotidien. Lorsque vous êtes livré à vous-même, vous pouvez dériver mentalement vers d'autres endroits, mais avec quelqu'un d'autre dans votre espace, vous êtes lié à ce moment précis. J'avais affaire à plusieurs patients cette nuit-là, mais l'un d'eux était un peu plus agité que les autres. Elle s'appelait Léna. C'était ma première nuit avec elle, et elle n'arrêtait pas de me parler. Chaque fois que j'entrais dans sa chambre, des voix qu'elle n'arrêtait pas d'entendre et de l'homme vêtu de noir qu'elle ne cessait de voir dans le coin de la pièce. L'autre dame dans sa chambre avait demandé que son rideau soit fermé avant le début de mon service, afin que Léna la laisse tranquille. C'était une femme douce qui souriait chaque fois que j'étais avec elle, mais elle ne disait pas grand-chose et était très oublieuse. Depuis que j'ai commencé mon service vers 21h, la plupart des patients dormaient à 11h, mais pas Léna. Chaque fois qu'elle m'appelait dans la pièce, elle était effrayée par ses prétendues voix et par l'homme en noir qui n'arrêtait pas de la regarder dans le coin. Je ne vais pas mentir, ça me faisait un peu peur. Je croyais que dans son esprit, elle voyait et entendait ces choses, et je sympathisais avec elle parce que je les imaginais très effrayantes. Pourtant, j'ai fait de mon mieux pour la calmer et l'endormir. Je ne voulais pas allumer la télé pour la calmer parce que je voulais être courtois envers l'autre patiente dans la pièce. Au lieu de cela, j'ai tenu les mains de Léna et lui ai dit que c'était normal de respirer et de se détendre. Je lui ai rappelé qu'elle n'était pas seule et que j'étais toujours à portée de main. Cela semblait faire l'affaire. Léna s'est détendue pendant un moment et la prochaine fois que je suis entré dans la pièce, elle dormait. Une fois que la plupart, sinon la totalité, des patients étaient endormis, la nuit s'est déroulée beaucoup plus lentement. Le temps semblait presque s'inverser. 1 heure ou 2 plus tard, j'étais dans la lingerie en train de remplir mon chariot lorsque j'ai entendu quelque chose dans la pièce. C'était une pièce relativement petite, très calme, et j'avais la porte fermée. C'est pourquoi entendre un autre bruit était bizarre. Je me suis retourné, je n'ai rien vu, et j'ai recommencé à remplir mon chariot. Puis, j'ai senti ce que je ne peux décrire que comme une main sur mon épaule. J'ai regardé mon épaule, j'ai sauté et j'ai crié, mais il n'y avait rien. Personne n'était dans la pièce. Pourtant, je savais que je sentais quelque chose de gros saisir mon épaule. Je suis sorti dans le couloir pour jeter un coup d'œil par la tête. Aucune autre infirmière en vue. Calme mortel. Je n'avais rien d'autre à faire que de reprendre ce que je faisais. J'ai continué à remplir le chariot jusqu'à ce qu'il soit plein. Puis, je me suis tourné vers la porte et je suis tombé au sol, en criant alors que mon cœur sautait immédiatement dans ma gorge. Il y avait un homme vêtu de noir debout devant la porte, regardant à travers la vitre en souriant. Mes cris étaient suffisamment forts pour réveiller toute la salle. L'homme a disparu hors de vue à travers la vitre de la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte et une de mes collègues infirmières est entrée pour m'aider à me relever car j'étais hystérique. Je lui ai demandé si elle avait vu l'homme vêtu de noir. Sa réponse a été « Quel homme ? Il n'y a personne d'autre ici. Nous avons vérifié toutes les pièces de la salle. Il n'y avait personne habillé en noir là-dedans. » Mes cris ont réveillé Léna du sommeil léger dans lequel elle avait dû se trouver. Quand je suis entré dans sa chambre, elle a recommencé à parler des voix, cette fois des cris, dont elle ne savait pas qu'ils étaient les miens. Je lui ai demandé à quoi ressemblait l'homme en noir et s'il souriait. Elle m'a regardé et j'ai remarqué que ses sourcils se fronçaient,
alors que son expression devenait la plus concentrée que je l'avais vue de toute la journée. Elle a demandé « Comment le saviez-vous » Même si mon cœur battait toujours la chamade, je sentis qu'il manquait un battement lorsqu'elle disait cela. Elle a commencé à crier « Sortez-moi d'ici !» Il arrive. Les autres infirmières sont entrées et ont essayé de la calmer. J'ai été transféré dans une autre salle ce soir-là et je suis finalement rentré chez moi plus tôt parce que j'étais tellement paniqué. Le lendemain, j'ai envoyé un texto à l'infirmière en chef pour lui dire que mon prochain quart de travail serait le dernier. L'expérience m'a traumatisé et je n'avais plus vraiment envie d'être dans ce bâtiment. J'ai reçu une réponse aussi amicale que j'aurais pu l'espérer. Je n'ai jamais reçu de diagnostic ni d'hallucination d'aucune sorte. Je suis conscient des effets du manque de sommeil, mais c'était un niveau supérieur. Je ne sais pas si mon esprit a commencé à me jouer des tours à cause de ce que Léna m'a dit toute la nuit, mais la sensation de la main sur mon épaule, l'image de l'homme souriant derrière la porte vitrée correspondant à la description que Léna n'arrêtait pas de donner à plusieurs reprises. C'était l'un de ces événements surnaturels inexplicables et uniques dans une vie. Du moins, j'espère que c'était une fois dans sa vie. Il y a 3 ans, j'ai contracté une méningite bactérienne. Je vis dans le sud de la Floride et je ne crois pas qu'il y ait eu d'épidémie ou quoi que ce soit. Donc je ne sais pas comment je l'ai attrapée, ni par qui j'aurais pu l'attraper. J'ai commencé à développer de très mauvais symptômes, maux de tête douloureux, confusion, somnolence, nausées et manque d'appétit. Mais quand les hallucinations ont commencé, c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais quelque chose de vraiment grave. Allongé malade dans mon lit pendant que mon mari était au travail, j'ai entendu la voix d'un enfant appeler « Maman » venant d'en bas. Nous n'avons pas d'enfant. Je me suis tiré du lit pour regarder en bas des escaliers et appeler le nom de mon mari. Bien entendu, il n'a pas répondu car il était au travail. Le mal de tête que j'avais en restant debout était trop fort. Alors je me suis recouché une deuxième fois. J'ai de nouveau entendu un appel vocal venant d'en bas. Il disait « Bonjour ». J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé mon mari, paniqué au téléphone en lui disant que j'entendais une voix d'enfant effrayante venant de l'intérieur de la maison et que je pensais avoir des hallucinations. Il a entendu au téléphone à quel point j'étais bouleversé. Alors il a quitté le travail plus tôt pour m'emmener à l'hôpital. En attendant qu'il rentre à la maison, j'ai enlevé mon pyjama et ce faisant, j'ai dû courir aux toilettes pour vomir. Alors que j'étais en train de vomir, j'ai entendu une autre voix venant de l'extérieur de la salle de bain. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle aurait pu dire, ni savoir si elle sonnait de la même manière que l'autre voix que j'avais entendue. Je perdais la tête. Je n'ai été diagnostiqué qu'à mon arrivée à l'hôpital et, apparemment, si je n'étais pas traité, ce que j'avais pourrait être très grave, voire mortel. Le médecin m'a dit que la partie hallucination était plutôt inhabituelle mais pas rare. On m'a administré des antibiotiques par aiguille peu de temps après mon arrivée à l'hôpital avec mon mari. Le médecin m'a dit que j'avais eu de la chance d'être arrivé à l'hôpital si rapidement, comme si j'avais attendu beaucoup plus longtemps, cela aurait pu avoir des effets durables, voire être mortel. Mon mari est resté avec moi quelques heures dans la chambre. On m'a dit que je devrais y rester quelques jours à une semaine, compte tenu de la gravité de mes symptômes. Vers 10 heures, mon mari est parti rentrer chez lui, car il avait du travail le lendemain. L'infirmière m'a dit de l'appeler si j'avais des problèmes. Même si je me sentais toujours comme une mort absolue, je me suis endormi assez rapidement. J'ai commencé à faire ce rêve où mon ex-mari était dans la chambre au-dessus de mon lit, me regardant et parlant. Il disait des choses horribles sur mon mari actuel. Il m'a tapoté la tête et m'a dit qu'il était content que j'allais bien et qu'il était venu dès qu'il avait vu mon mari partir. Il s'est lancé dans une diatribe sur la façon dont il méprisait mon mari actuel et voulait le tuer. Il a continué à me frotter le front, puis a quitté la pièce. Je fais souvent de mauvais rêves à propos de mon ex-mari en raison de la toxicité et de la violence de notre mariage.
et de la raison pour laquelle il s'est terminé, ce que je préfère ne pas inclure. Je me suis réveillé dans cet état de somnolence et d'étourdissement et j'ai regardé autour de moi. Il y avait une chaise placée devant mon lit d'hôpital, mais personne n'y était assis. Ce n'était pas comme ça quand mon mari est parti. C'était encore le milieu de la nuit, alors je me suis rendormi. Je me suis réveillé le lendemain matin avec l'infirmière dans la chambre. Je lui ai parlé du rêve étrangement vivant que j'avais fait, et elle est partie et m'a dit que ce n'était pas un rêve. Mon cousin est venu me rendre visite hier soir. Je lui ai dit que je n'avais aucun cousin qui vit dans l'État. Elle avait l'air plus sérieuse maintenant et dit « Eh bien, quelqu'un qui a dit qu'il était ton cousin, David, t'a rendu visite tard hier soir. » David était le nom de mon ex-mari. Après avoir mieux expliqué, l'infirmière a consulté un médecin et celui-ci m'a dit que les antibiotiques pouvaient avoir provoqué un délire, ce qui empêchait ma capacité de distinguer le sommeil de l'état de veille, d'où la raison pour laquelle j'entendais si clairement ce que disait David. J'ai appelé mon mari pour lui raconter ce qui s'était passé et bien sûr, il était furieux et inquiet. Il est revenu ce soir-là après le travail, mais ce jour-là, j'ai envoyé un texto à David, lui demandant à quoi il pensait en me rendant visite et comment il savait que j'étais à l'hôpital. Mon texte a été délivré, mais il l'a ignoré. Je lui ai envoyé une lettre de suivi, lui disant que j'avais entendu toutes ces menaces envers mon mari et que j'impliquerais la police. Quelques minutes plus tard, il a répondu en disant « Je n'ai jamais proféré de menaces envers votre mari. J'étais simplement là quand j'ai entendu ce qui s'était passé pour m'assurer que vous alliez bien. Vous avez dû entendre des choses dans votre sommeil. » J'ai répondu « Reste en dehors de ma vie, ou j'impliquerai à nouveau la police. » Il n'a pas répondu. Après cela, je n'ai jamais parlé à mon mari des menaces que j'entendais dans mon état de somnolence et de demi-sommeil, parce que je ne savais pas si elles étaient réelles ou non. Avec un mélange d'antibiotiques et mes hallucinations audibles bizarres la veille, je ne pense pas qu'il soit impossible que ce que j'ai entendu ne soit pas réellement ce qui a été dit, mais je peux me tromper. J'ai quitté l'hôpital la semaine suivante. Une fois, j'ai rencontré cette fille avec qui je suis toujours ami sur Tinder, Francesca. Elle avait l'air cool dès le début. Elle avait une manche de tatouage sur son bras gauche, des reflets rouges dans ses cheveux et elle avait dans son profil qu'elle adorait s'entraîner. Une de ses photos a été prise sur le toit de cet immeuble au look cool avec une vue malsaine. Je lui ai demandé où il se trouvait et elle m'a répondu que c'était un hôpital abandonné à la périphérie de la ville, super cool à explorer la nuit et très facile d'accès. Il y a généralement un policier qui patrouille la nuit dans l'immense parking pour dissuader les intrus, mais elle a dit que c'était très facile à contourner. Elle a eu l'idée que nous y allions ensemble comme notre premier rendez-vous, si vous voulez utiliser le mot « rendez-vous ». J'étais totalement d'accord avec ça. Elle avait l'air cool, et cela semblait être une manière cool et différente de rencontrer quelqu'un, par opposition à l'habituel « prenons un verre ». Je suis venu la chercher chez elle, à 10 minutes. Puis, nous avons roulé 20 minutes pour arriver à l'hôpital. Ces 20 minutes nous ont donné une belle occasion de faire un peu connaissance et de nous familiariser un peu avec la personnalité de chacun. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, elle m'a dit de me garer dans cette impasse cachée par un tas de grands buissons, à 5 minutes à pied de l'intérieur de l'hôpital. Nous avons franchi cette petite barrière qui sépare la route du parking de l'hôpital. Puis, nous avons traversé en courant le terrain grand ouvert en direction de l'herbe, juste à côté de l'entrée. Elle a dit qu'elle utilisait toujours. Elle nous a conduits jusqu'à cette fenêtre brisée du sous-sol de l'hôpital. Cela semblait un peu effrayant, mais je me suis inscrit pour ça. J'étais contente de porter des jeans déchirés comme elle me l'avait dit, parce que je savais que j'allais les déchirer sur quelque chose. Nous avons utilisé les lampes de poche de notre téléphone. Nous n'avons pas apporté de lampe spéciale robuste ou quoi que ce soit. Elle semblait connaître tout cet hôpital comme sa poche. Elle nous a conduits jusqu'à l'escalier menant à l'étage.
Je dois dire qu'être seul avec une autre personne dans un endroit comme celui-ci la nuit était très effrayant. Mais je n'avais aucune idée à quel point cela allait devenir effrayant. Au premier étage, Francesca parlait si fort que j'avais presque envie de lui dire de « chut ». J'étais paranoïaque que nous serions découverts à cause de sa voix dans le couloir dans lequel nous nous trouvions. On aurait dit qu'une porte s'ouvrait ou se fermait. Quelque chose nous résonnait dans le couloir. Elle l'entendit aussi et resta silencieuse. Je lui ai demandé à voix basse « Est-ce normal que d'autres soient ici ?» Elle a répondu « Parfois, mais pas vraiment. » Nous avons éteint nos lampes de poche et attendu. Soudain, il y eut une détonation beaucoup plus proche de nous. Nous avons tous les deux couru dans le noir. Je l'ai suivi, à peine capable de voir. Nous sommes retournés à l'escalier et avons monté les escaliers en courant avec nos lumières allumées. Lorsque nous avons atteint quelques niveaux plus hauts, nous avons senti que nous pouvions à nouveau parler à un volume normal. Francesca m'a dit que la police n'entrait jamais ici. Donc c'était peut-être d'autres explorateurs, mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y avait aucun signe d'autre lumière dans ce couloir. Personne normal ne marcherait dans le noir. Ensuite, nous avons entendu des sons résonner depuis la cage d'escalier de sortie où nous venions de nous trouver. Quelqu'un montait les escaliers. Une fois de plus, nous nous sommes démenés. Elle a ouvert la voie, disant qu'elle savait où aller. Nous avons couru quelques minutes à travers ce labyrinthe de bâtiments. J'étais vraiment paniqué. Il semblait que nous étions suivis et je ne savais pas si j'aurais préféré que ce soit les flics ou quelqu'un d'autre. Elle nous a conduits à ce mini-spot extérieur. Nous n'étions pas sur le toit le plus haut, mais je suppose que nous étions sur ce qu'on appellerait le toit de ce niveau. Nous nous sommes arrêtés pour reprendre notre souffle. Le fait d'être suivi tuait complètement l'ambiance. Même elle semblait inquiète, et je la considérais comme l'experte de cet endroit. Après quelques minutes, nous nous sommes détendus un peu, et avons traversé cette fenêtre brisée jusqu'au plafond de cette grande pièce. Cette partie était effrayante, car elle voulait marcher le long de ces longues et étroites planches de bois avec une chute de 10 pieds en dessous de nous. Une chute de cette hauteur provoquerait des blessures, mais je ne voulais pas ressembler à un lâche. Je l'ai suivi à travers la longue planche de bois jusqu'à ce que nous arrivions au sommet de ce pilier où une planche s'arrêtait et une autre commençait. Nous nous sommes assis sur ce pilier pour simplement nous détendre et parler, nos jambes pendantes par-dessus le bord, surplombant l'obscurité en contrebas. C'était effrayant là-dedans, et je pensais que nous étions tout seuls, jusqu'à ce qu'il y ait un bruit en dessous de nous. On aurait dit que quelqu'un marchait. Notre présence était déjà signalée à quiconque se trouvait à l'intérieur, alors nous avons allumé nos lampes de poche et les avons pointées vers le bas. Et juste en dessous de nous, debout près du pilier qui nous regardait, il y avait cet homme d'une quarantaine d'années portant un bonnet Carhartt noir, une veste noire et un pantalon de survêtement noir. Il nous a souri et a dit de cette voix grave et effrayante « Descendez », alors qu'il nous faisait signe de descendre. J'ai demandé « Êtes-vous la police ?» Il a ignoré ma question comme s'il ne m'entendait pas et a répété « Descends » avec son sourire effrayant. Francesca et moi nous sommes levés, effrayés, et avons commencé à marcher sur les 3 morceaux de bois. J'avais encore plus peur de tomber qu'avant. Je n'avais aucune idée de ce que cet homme nous ferait. Alors que nous étions à peu près à mi-chemin, l'homme s'est précipité hors de la pièce en dessous de nous par une porte. Il allait très certainement essayer de nous rattraper. Il fallait se dépêcher. Nous avons réussi à traverser et avons essayé de sortir de là, sachant que cet homme était dangereux. Alors que nous descendions les escaliers dans la cage du côté opposé de l'hôpital, nous avons entendu la porte quelques étages au-dessus de nous s'ouvrir et se refermer. Puis nous avons entendu des pas qui dévalaient les marches. Ils nous avaient suivis d'une manière ou d'une autre. Nous traînions des fesses comme si nous courions pour sauver notre vie. Nous sommes retournés au premier étage et avons couru vers le côté opposé de l'hôpital par lequel nous sommes entrés. Nous sommes retournés au sous-sol et avons grimpé par la fenêtre cassée.
Tout le processus pour franchir cette fenêtre était obsédant parce que je suis sorti deuxième et j'avais peur que mes jambes soient saisies à tout moment. Mais je pense qu'à ce moment-là, nous avons perdu l'homme. Nous avons traversé le parking en courant jusqu'à ma voiture. Et quand nous y sommes arrivés, la première chose que nous avons faite a été de verrouiller les portes et de reprendre notre souffle. C'était un véritable cauchemar, et d'une manière ou d'une autre, le fait de le surmonter ensemble a créé une sorte de lien instantané entre nous. Nous sommes partis de là et nous nous sommes arrêtés chez Wendy's pour chercher de la nourriture et simplement rassembler nos pensées dans la voiture. Nous nous sommes reposés pendant 1 heure, juste en discutant, puis je l'ai déposé. Francesca et moi sommes restés en contact au fil des années, et même si nous avons eu une relation amoureuse pendant quelques mois, nous avons fini par rester de bons amis. Aucun de nous n'est jamais retourné dans cet hôpital.